Spécial grand oral aujourd'hui pour l'info en face avec un spécial élection CGEM, la Confédération des Générales des Entreprises du Maroc, avec un invité qui est candidat à la présidence de la CGEM, à savoir Saladine Mezouar. Bonjour. Bonjour. Ex-ministre également. Oui, tout de à fait. l'industrie, de l'économie, des finances et des affaires étrangères, tout Oui. récemment. Donc vous êtes assisté et accompagné par Faisal Mekouar qui est votre colistier. Merci en tout cas à tous les deux. On va peut-être démarrer tout de suite, Saladin Mezouar, sur le cadre général, l'environnement global de cette campagne. Vous êtes habitué, vous, à des campagnes politiques. Et là, est-ce que c'est une campagne politique aussi? Non, c'est une campagne qui a ses particularités, ses spécificités. On s'adresse à des entreprises, à des chefs d'entreprise, à une communauté une communauté du secteur privé, de l'entreprise privée, qui a ses particularités et ses spécificités. Ce n'est pas une campagne politique, les thèmes ne sont pas politiques, les thèmes sont l'entreprise, l'économie, l'entreprise, la compétitivité, l'international et tous les défis comme les opportunités de notre pays. Donc rien à voir avec les campagnes précédentes que vous avez pu mener en tant que chef de file d'une formation politique, à savoir le RNI. Non, c'est deux approches totalement différentes. Deux approches complètement différentes. Ouais. Donc sur cette campagne aujourd'hui, on est à J-7. Tout à fait. C'est mardi prochain. Oui, c'est mardi prochain. Le verdict des urnes. Tout à fait. On est donc exercice démocratique. Confiant, pas confiant? Très confiant. C'est-à-dire? Très confiant. Très confiant parce que nous avons ressenti la mobilisation qui est créée autour de nous, autour de ce binôme. L'engagement beaucoup de petites et de moyennes entreprises, de grandes entreprises, des fédérations, des régions dans leur totalité. Et cela, naturellement, nous donne beaucoup plus d'énergie pour continuer pendant cette semaine à mener cette campagne, une campagne éthique, une campagne propre, mais une campagne centrée sur les problématiques et les difficultés de l'entreprise, mais également sur ses opportunités. Et par rapport à votre concurrent, parce que je rappelle qu'il y a un deuxième compétiteur, si je puis dire, Hakim Arakchi, qui lui dit à peu près la même chose que vous. On a rencontré les fédérations, on a rencontré les membres, on a rencontré les entreprises, on a rencontré les TPE, on a rencontré les startups, et tout le monde est derrière nous. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le même discours. C'est peut-être le même discours, mais nous le ressentons concrètement sur le terrain. Sur la mobilisation des acteurs des fédérations, des parrainages, des engagements sur signature, l'engagement sur parole. Les engagements qui sont pris, la mobilisation, les relais qui fonctionnent, la mobilisation spontanée. Et c'est important, parce qu'il y a la mobilisation forcée, la mobilisation spontanée. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, Faisal et moi, c'est la mobilisation spontanée. C'est les gens qui appellent, c'est les gens qui bougent à travers les régions, c'est les gens qui bougent à travers les fédérations et les associations. Et c'est ça, à mon sens, le message le plus important de notre campagne. Et vous êtes resté concentré là-dessus en faisant fi de tout ce qui pouvait être dit en périphérie, que ce soit de la part de votre concurrent, adversaire Hakim Arakchi, ou par une certaine presse, par des choses qui ont été dites. Saladin Mezouar n'a pas encore décroché de son parti politique, c'est pas très clair. Il dit ouais, je démissionnerai si effectivement je suis élu, donc ça jette un flou. Voilà, un tweet aussi de Hakim Arakchi qui dit voilà, jamais un politique ou jamais la politique n'a défendu l'entreprise. Bon, par rapport à ça, vous n'avez pas réagi? Je ne réagirai pas parce que c'est des arguments qui ne sont pas sérieux. Qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce que ma démarche est d'abord économique. Je rappelle quand même que la candidature de notre binôme a été retenue par le conseil d'administration de la CGEM. S'il y avait problème par rapport au statut et par rapport aux pratiques, je n'aurais pas été candidat. Ça, c'est le premier message. Donc, il n'y a pas eu de dérogation sur votre candidature? Non, pas du tout, par la CGEM? Absolument pas. Deuxième chose. On ne peut pas être dans cet état d'esprit. La CGM n'est pas une secte. La CGM n'est pas un club fermé. La CGM appartient à ses membres et il ne faut pas l'infantiliser. En passant et en distillant ces messages, on infantilise la CGM. La CGM a un conseil d'administration, elle a des structures, elle a des fédérations, elle a des régions, pilotées par des chefs d'entreprise. Et ces chefs d'entreprise ne sont pas des gens qu'on peut manipuler politiquement. 3.
il n'y a pas de projet politique derrière ma démarche. Il n'y a pas un parti politique qui s'est réveillé un beau jour et qui a décidé de présenter un de ses membres pour phagocyter la CGM ou faire une OPA sur la CGM. C'est pour ça que ça vous a gêné, ça? Ça ne m'a pas gêné, mais je dis que c'est l'argument du faible. L'argument du faible. Ouais. Donc, Hakim Parce Makki, en disant ça, c'est un aveu de faiblesse de la part de Hakim C'est Makki. un aveu de faiblesse parce que je voulais, et on voulait depuis le départ, un débat sur l'entreprise. Et un débat sur les enjeux de l'entreprise et du secteur privé. Nous sommes dans une période d'inflexion, une période charnière, et la responsabilité, notre responsabilité, les deux binômes, est d'orienter le débat vers les choses qui intéressent l'entreprise et qui intéressent l'opinion publique et qui intéressent les citoyens. Il ne faut pas oublier qu'on est regardé aussi à l'international. On est suivi. On n'est pas dans un îlot isolé. Ce sera le cas d'ailleurs ici. Oui, tout à fait. Voilà. On n'est pas isolé. Et donc, les messages qu'on distille, la maturité dont on fait preuve est quelque chose d'important dans cette opportunité, cette chance que nous avons dans cette étape d'avoir deux binômes en compétition. Et donc, je tiens à le rappeler, attention, la CGM ne peut pas se transformer en secte et la CGM ne peut pas être dans la logique de l'exclusion. La CGM est une organisation qui doit être suffisamment ouverte. On est content quand on a vu des acteurs du privé aller dans le public. On était très content parce qu'on a dit, bon, allez, on a au moins des interlocuteurs qui comprennent nos problématiques, etc. Mais quand ces interlocuteurs-là ou ces personnes-là décident de revenir dans leur monde naturel, qui est celui de l'entreprise, et décident de militer pour ça, on considère que c'est une démarche anormale. Attention, c'est grave. Pas qu'anormal, louche ou suspecte. Parce que louche, au-delà du fait qu'elle ne soit pas normale. Voilà, exactement. Salim Mesouar, pourquoi, maintenant, je veux dire, on ne va pas revenir à ce que vous auriez dû faire ou pu faire à une époque, lorsque vous êtes déclaré candidat, vous avez déclaré votre candidature officiellement, pourquoi vous n'avez pas démissionné du RNI? Ça aurait été peut-être beaucoup plus simple et vous auriez peut-être évité ce genre d'attaque. Écoutez, et de propos tenus à votre égard. Donc, écoutez, moi, d'abord, je tiens à rappeler que je suis fier de mon histoire. J'ai milité dans un parti politique et j'étais président de ce parti et je l'ai porté avec des convictions. Et dans ces convictions, il y avait l'entreprise, l'initiative privée et la compétition. Deuxièmement, je ne suis plus aujourd'hui président de ce parti politique. Il y a un autre président de ce parti politique. Le jour où j'ai arrêté ma mission, j'ai pris mes distances et ça, je l'ai annoncé publiquement. D'ailleurs, je ne suis plus actif sur le plan politique. Mais vous êtes toujours membre du bureau politique du RNI. Maintenant, je l'ai annoncé. Je suis quelqu'un de responsable. Même quand j'avais mes responsabilités gouvernementales, jamais je n'ai mêlé mon parti aux responsabilités gouvernementales. Je ne mêlerai pas la politique à la CGM. Je suis parfaitement conscient et c'est pour ça que je l'ai déclaré depuis le premier jour. Mais je suis quelqu'un qui est attaché aux formes et qui est attaché aux symboles et à la symbolique. Et c'est pour ça que j'ai déclaré depuis le premier jour que je démissionnerai effectivement des instances du RNI parce que je suis parrainé et je ne suis pas élu, hein, après tout. Hein. Je ne suis que quelqu'un qui est parrainé. Qui n'est pas élu, il n'est pas dans un processus où il s'est présenté pour être élu. Et donc, le jour J, je ferai ce qu'il faut faire. La CGM, je l'ai compris, par la pratique, pas pour son histoire et pas par ses statuts, a besoin de dégager ce message, cette image d'indépendance par rapport aux différentes forces. Attention, il ne faut pas non plus trop spéculer sur ces histoires-là. La CGM a des relations avec des partis politiques. Elle a besoin des partis politiques, au Parlement, au gouvernement. Attention à ce message, parce que ce message peut avoir son effet. Est-ce qu'elle a besoin d'un politique au sein de la CGM et surtout la présidence de la CGM? Oui, elle a besoin aujourd'hui, dans ce contexte, elle a besoin d'un profil polyvalent, qui connaît aussi bien le monde de l'entreprise que le monde gouvernemental, que le monde parlementaire, que le monde politique, parce que c'est à tout ce monde-là que la CGM doit parler. Et une fois que tu fixes un cap, que tu mobilises, il faut aller au combat. Et il faut être capable d'avoir l'attitude, l'aptitude et le discours nécessaires. Il y a aussi l'international avec tous ces enjeux. Et donc, attention, il ne faut pas continuer à distiller ce discours. En tout cas, il est dangereux pour la CGM, ce n'est pas bon pour la CGM. Pas de regret pour Saladin Mesouar, vous assumez pleinement d'être toujours membre du bureau politique du RNI et candidat à la présidence de la CGM. Et c'était, voilà, c'est parfaitement assumé. Je suis candidat à la CGM et
engagé pour la CGM. Et si je suis élu, la séparation dont on parle et sur laquelle on a spéculé, de toutes les manières, j'ai voulu laisser quelque chose à moudre pour mon concurrent parce qu'il n'avait pas autre chose de sérieux à présenter. Donc je lui ai laissé du grain à moudre. Du grain à moudre, et c'est bien qu'il continue à surfer sur ça. Ça peut être un élément de différenciation. Mais attention, il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime pour porter ce discours. Parce qu'en définitive, il est chef d'entreprise, il était président d'une commission, il était président d'une commission dont il n'a pas rendu compte sur ses résultats. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Je n'ai pas de jugement à apporter, mais la responsabilité, la responsabilité exige qu'il rende compte sur sa mission au sein de la CGM. Et donc, je suis quelqu'un qui dit il n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité ni d'effet d'armes qui lui permettrait d'apporter ce type de jugement ou de véhiculer ce type de message dangereux pour la CGM, parce qu'à l'intérieur de la CGM, il y a des gens qui sont engagés. De l'autre côté, il y a des partis politiques qui regardent le comportement et les discours de la CGM. Vous lui reconnaissez, Hakim Akchi, on ne va pas faire le débat avec lui, il sera là en fin de semaine d'ailleurs, ici même, sur le fait qu'il est quand même aussi membre de la CGM. Il revendique aussi le soutien de la présidente sortante, mais qui est toujours en exercice. Écoutez, je trouve grave de mêler, franchement, et irresponsable et irrespectueux, de mêler la présidente sortante à ce débat. Mariam Ben Salah n'a jamais déclaré son soutien à Hakim Marrakchi. Ni personne n'a déclaré son soutien à Hakim Marrakchi. Je veux bien. J'ai rencontré tout le monde. Avec Faisal, on a rencontré tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils le soutiennent. Désolé, mais ils ne le soutiennent pas. Alors n'engageons pas. C'est-à-dire qu'il y a des présidents de fédérations professionnelles qui disent dans l'oreille de Hakim Marrakchi, on vous soutient, mais à vous, Salim Noir, il vous dit, non, en fait, on lui a dit ça pour lui faire plaisir, mais en fait, c'est vous qu'on soutient. Je ne cherche pas à expliquer comment les choses se fassent. Mais il est en train de s'avancer. Jamais on n'a dit qu'on est soutenu par qui que ce soit. Quand on est soutenu, il faut attendre le dernier jour pour le confirmer. Mais on ne commence pas à parler au nom des entreprises, des groupes, etc., pour dire, allez, on a le soutien total. On a une interaction, on a des messages, on reçoit des messages, on voit des mobilisations sur le terrain, on voit des actes. Nous, on ne croit qu'aux actes. Et c'est dans les actes, quand on dit, il y a quelque chose qui se passe, on le confirme. Donc Salim Ben Salah n'a pas le soutien non plus, ou le parrainage de Mariam Ben Salah. On n'a pas la cité, qui est pas Mariam Ben Salah, de la CGM. Mariam Ben Salah est la présidente actuelle de la CGM. Il faut respecter son statut. Mariam Ben Salah s'exprimera le 22 mai par un vote et décidera elle-même si elle doit dire pour qui elle a voté ou pas. Mais on n'a pas le droit, personne n'a le droit de parler en son nom. Donc en tout cas, vous avez des échanges avec Mariam Ben Salah éventuellement? Non, pas d'échange avec Mariam Ben Salah. Non, aucun échange. Pas d'échange avec Mariam Ben Salah. Depuis le début de la campagne, vous ne l'avez pas vu? Je vais vous dire. Oui. Moi et Faisal, Faisal et moi, on a décidé d'avoir une approche, une attitude. C'est celle de mener notre campagne, de convaincre, de parler effectivement à tout le monde. Et j'avais parlé à Mariam au moment où j'ai décidé. Vous avez déclaré votre candidature? Oui, bien sûr, par correction. Et donc, vous avez dit quoi? C'est bien, Saladin, je suis avec toi. Elle n'a pas à le dire ni à moi ni à qui que ce soit. Ouais. Mariam Salah est présidente. Il faut qu'elle ait une attitude de présidente jusqu'au bout. Très bien. Donc on va passer juste avant de passer à votre programme, parce que je rappelle que Salah Mezouar est venu avec un programme qu'il va présenter, toute une stratégie qui doit s'avérer gagnante pour être élu président de la CGM le 22 mai. Sur un dernier point, ce qui est ambiant aussi dans cette campagne, ça s'est invité, c'est après votre annonce officielle, cette histoire de boycott aussi. Lancement d'une campagne boycott sur le digital, première fois d'ailleurs qu'il y ait ce genre de campagne sur Internet, puisque précédemment Internet n'existait pas lorsqu'il y a eu des appels à boycotter certains produits. Là-dessus, est-ce que c'est un élément que vous avez pris en compte dans votre campagne, dans vos discours, dans les personnes à rencontrer, dans les éléments de langage en matière de communication? Est-ce que là-dessus, vous avez un avis là-dessus? Là, vous faites comme avec Hakim Marrakchi, tout ce qu'a pu dire Hakim Marrakchi, vous prenez beaucoup de hauteur, pas de réaction. Est-ce que pour le boycott aussi, c'est pas de réaction durant la campagne?
Pour moi, pour nous, et ça Un a été événement, un je sais point pas. qui a été discuté, c'est une affaire politique. C'est une question politique, il faut la poser aux politiques. C'est pas des questions économiques? Ce n'est pas une question économique, c'est une question politique et de réaction sociale par rapport à quelque chose. Donc, c'est aux partis politiques qu'il faut poser la question, au gouvernement, aux institutions parlementaires. C'est eux qui doivent apporter les réponses par rapport à une expression au niveau de la société dans une forme nouvelle. Et c'est cette réponse qui devra apporter la réponse concrète aux interrogations, aux inquiétudes ou aux questionnements qui sont posés. Maintenant, nous sommes des candidats pour la présidence de la Confédération. Et dans notre mission, on n'est pas autiste, on écoute. Et une fois investi, on vous dira concrètement comment la CGM devra se positionner par rapport à cette question. Parce que, officiellement, la CGM ne s'est pas prononcée officiellement par rapport à ce sujet. Elle aura à le faire demain, après les élections. C'est-à-dire que Salah El Mezouar, aujourd'hui, candidat à la présidence de la CGM, n'a pas d'avis, n'a pas de point de vue sur le boycott initié sur certains produits. Mon avis sera celui de la CGM, une fois élu. Je ne parle pas en mon nom personnel ni au nom de Faisal. On est candidat au nom pour diriger une institution. Cette institution devra avoir une position claire. Si on est investi, avec les instances de la CGM, on décidera et on déclinera la position que devra avoir une institution comme la CGM par rapport à des phénomènes de cette nature. Parce que c'est un caractère économique. Je rappelle, Salah El Mezouar, il doit être beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, si on vise l'entreprise. On vise certains secteurs comme celui de l'industrie, puisqu'on est sur de la production. On a aujourd'hui un enracinement quelque part de cette démarche d'appel au boycott. Donc c'est une réalité. Donc on est aussi sur la réalité économique et la réalité de l'entreprise. La réalité du moral et social également. Et autres, etc. Et la réalité et peut-être sur le moral des de certains. ramifications politiques, etc. Ramifications politiques, pour vous, il y a en périphérie, il y a la ramification politique. Il peut y avoir des retombées ou des ramifications politiques autour de tous les phénomènes qu'on observe au sein de la société. On en a vu d'autres avant. Ceci est un phénomène nouveau. Et donc, il faut interagir. Qui doit interagir? Qui a la responsabilité d'interagir et de trouver des solutions par rapport à des phénomènes de société? Il y a un gouvernement. Il l'a fait. Il y a un gouvernement. Il l'a fait jeudi dernier. Donc, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche, mais une démarche également qui explique et qui rassure, mais aussi qui prend des décisions par rapport, s'il y a des défaillances, il faut les corriger. Et c'est la responsabilité du gouvernement. Il y a un conseil de la concurrence, malheureusement, qui n'est pas actif, et donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le Parlement doit prendre ses responsabilités, et ceux aussi qui doivent assumer pleinement leurs responsabilités, ce sont les partis politiques. Mezouar que vous avez en face de vous aujourd'hui n'est pas un politique. Vous êtes dans il ne parle pas en tant que politique, oui, mais... il parle en tant que candidat à la CGM, avec Faisal. Vous avez un pied dans un parti politique? Non, j'ai plus de pied à l'intérieur. Même pas un orteil? Je n'ai pas de pied effectif, réel, au sein d'un parti politique. Je ne suis pas le candidat de ce parti politique. Je suis Mezouar, personne indépendante qui a décidé de se présenter à la présidence d'une confédération parce que derrière, il y a des convictions, il y a une expérience, il y a une expertise, il y a une valeur ajoutée à apporter. Vous savez, on est dans une phase, vous êtes en train de parler de ce phénomène-là. Mais ce phénomène-là, demain, il va falloir aussi le gérer. Et le gérer en interaction avec les responsables. Vous avez déjà une boîte à outils pour gérer aussi? Écoutez, le 22 mai, vous êtes président de la CGM. Oui. On a suffisamment de vécu, d'expérience pour proposer des démarches et des solutions à la CGM, institution, pour pouvoir interagir avec ceux qui doivent prendre des décisions politiques. Travailler en démarche, en étroite collaboration avec l'exécutif, avec le gouvernement, avec toujours, le chef de gouvernement. Toujours. Même lorsqu'il appelle à des sanctions pour les auteurs de ceux qui sont derrière la toile et qui appellent au boycott et qui sont à l'initiative plutôt du boycott de produits. On décidera au moment. Parce que là, depuis chaque chose en son temps. Et je ne veux pas, aujourd'hui, avec Faisal, et on en a longuement discuté, marquer une position qui n'est pas celle de la CGM. La CGM devra avoir une position, ce n'est pas une histoire de candidat, c'est une histoire d'institution. Et dans le cadre de cette institution, qu'on apportera la réponse. La CGM devra se prononcer demain et prendre position sur ces phénomènes comme sur d'autres.
parce que c'est des sujets de société et c'est des sujets éminemment importants. Salim Edouard, quand vous dites parce ça, que ça touche ça veut dire que l'entreprise. c'est des revendications légitimes qui sont exprimées sur les réseaux sociaux et qui sont relayées pour vous. Lorsque des personnes, des jeunes garçons, des jeunes filles ou des jeunes plus âgés revendiquent le fait et s'expriment en disant cherté de la vie, c'est inadmissible d'avoir tel ou tel produit qui est plus cher que de l'autre côté de la Méditerranée dans des pays européens comme l'Espagne, toutes ces choses-là en disant voilà, nous, c'est pas normal, c'est injuste. Est-ce que là, vous, en tant que... Parce qu'effectivement, vous avez été plusieurs fois ministre, vous avez été homme d'État, ministre des Affaires étrangères, c'était votre dernier mandat. Vous dites effectivement, et là vous êtes candidat à la CGM, vous dites effectivement, ben ces voilà, responsables ou irresponsables, je ne sais pas comment vous les qualifiez, en tout cas qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est aussi des revendications légitimes de la société et de notre société, peut-être de la jeunesse d'ailleurs marocaine. Le plus important, c'est d'apporter des réponses, et des réponses concrètes, à des angoisses, à des perceptions, à des sentiments. Et notre démarche a été aussi, dans le programme que nous présentons, d'apporter des réponses, parce que les réponses doivent être économiques et sociales. On peut se focaliser sur certaines choses, mais il faut des réponses économiques et sociales. Il faut de l'emploi, il faut de la dignité, On va y venir d'ailleurs. Il faut le pouvoir d'achat, il faut Oui. relancer la machine, il faut relancer la confiance, il faut relancer la compétitivité. C'est de tout cela dont nous parlons dans notre programme. Légitime ou pas les voix qui s'élèvent sur les réseaux sociaux? Je vous n'avez embête pas- avec ça. Vous n'avez pas insisté sur cette question. J'aurai à me prononcer au moment qu'il faut sur ces questions-là. Donc on a bien compris. Mais au nom de la CGM, si je suis investi de la confiance de la CGM. Avant non. Avant vous direz rien en fait. Non. Non. Non, Non, non. je vous l'ai expliqué. C'est un enfer. Oui, non, c'est Non, vrai, j'ai je pas... vous l'ai expliqué. Si je c'est vous ai- non, moi, je suis dans mon rôle non, aussi non, de... c'est pas le nom comme vous le présentez. C'est un nom respectueux d'une institution qu'on est censé représenter. Le jour où on sera investi, j'exprimerai mon opinion comme avec Faisal, à l'intérieur de l'institution. Et l'institution devra prendre une position. Mais on n'est pas ici pour spéculer sur des positions ou sur des Non, choses. c'est justement avoir votre avis, parce qu'en fait... Non, c'est un message à tous les membres. Pourquoi je vous pose cette Et question, Salim Sorcé? On a écouté aussi Oui. les membres. Et la CGM devra, dans le cadre de ses responsabilités et ses structures, se prononcer sur ces Ce qui questions. est assez incroyable, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière ce boycott, initié sur les réseaux sociaux. On a même fait une émission là-dessus avec des publicitaires, spécialistes en com de crise, avec des économistes. On dit voilà, c'est qui, c'est quoi le boycott, on ne sait pas. Donc Salim Edouard, il sait ou il ne sait pas, ou il ne veut pas dire. Non, Bon. je ne sais pas. Et je vais vous dire, j'ai, comme tous les citoyens marocains, lu, écouté tous les commentaires qui ont été faits sur cette question-là. Donc c'est un phénomène de société qui est là, sur lequel il faut peut-être sérieusement réfléchir en tant que communauté économique, avoir une position claire, mais jamais les positions de la CGM ne sont en frontal avec les intérêts des citoyens et du pays. Parce qu'en définitive, il faut garder à l'esprit que l'action économique et l'action entrepreneuriale, elle est au service de la création de richesse et de l'emploi. Et donc, Si elle est partagée. Hein. c'est partagé. Parce qu'apparemment, est-ce qu'on est dans un modèle où la création de richesse, nous, on va C'est faire la pour transition ça, d'ailleurs avec... C'est pour ça. avec- C'est peut-être. elle est partagée. Est-ce que c'est pas ça le nœud du problème ou le carrefour aujourd'hui? On a une hausse du chômage, on a une détérioration du pouvoir d'achat, on a un tassement de la croissance économique, on a un endettement croissant de la dette publique, de la dette privée, et puis du coup, il y a irruption sur les réseaux sociaux de revendications sociales. Donc, on s'est dit, est-ce que quelque part... Donc, si on parle- c'est pour ça qu'il y a un appel pour Système de vase communicant. revisiter. Il y a Système un de vase appel- communicant, ça Il y va a de un soi. appel au plus haut sommet de l'État pour revisiter notre modèle, pour le rendre beaucoup plus solidaire, beaucoup plus équitable, qui prend en considération les territoires, qui prend en considération les périphéries des villes, qui prend en considération les problématiques de la jeunesse, notre jeunesse, qui est notre force pour l'avenir. Cet appel-là, c'est l'appel que nous avons capté, en tout cas en tant que candidat, et sur lequel nous avons travaillé. Le déroulé de notre programme, comme les interactions que nous avons effectuées avec l'ensemble des secteurs et des régions, est allé dans ce sens-là. Il faut, je vais vous dire, on est dans une phase où il faut fixer un cap et des objectifs, mais aussi une phase dans laquelle il faut mobiliser. Et mobiliser qui? Les acteurs, entreprises, et grandes, petites et moyennes. Et il faut aussi Toutes les forces vives, de en la fait, négociation
pour faire avancer les chantiers qui peuvent régler ces équations. Est-ce que je vais devoir attendre le 22 mai pour que vous me disiez éventuellement, enfin vous disiez à celles et ceux qui vous écoutent et qui vous regardent au Maroc et à l'international, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez à l'esprit de toutes les rencontres que vous avez faites. Vous avez, je crois savoir, sillonné les 12 régions du Maroc, vous avez fait un périple régional. Est-ce que l'état d'esprit est bon? Est-ce que les Marocaines et les Marocains que vous avez côtoyés sont confiants à l'avenir? Parce que je ne reviens pas sur l'attachement du pays. Les Marocains sont attachés à leur pays. Donc, sont confiants à l'environnement général aujourd'hui, l'environnement politique au sens noble du terme, l'environnement économique et l'environnement social. Non, on a au-delà d'adhérer à votre candidature ou pas. Je vais vous dire, on a ressenti des doutes et des interrogations. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais aussi, on a relevé une envie de se battre et une envie d'avancer. Les questions qui reviennent souvent, c'est visibilité, lisibilité. C'est le terme confiance qui revient le plus souvent. Et donc, ça veut dire que, quelque part, il y a une angoisse, il y a du doute sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement de notre économie. Il y a une désarticulation ressentie entre les différentes disons, démarches économiques ou tout ce qui est en relation avec le monde économique et le monde privé. Il va falloir remettre les synergies en marche et créer la bonne articulation. C'est la démarche que nous proposons et que nous bouclons par un message fort qui est celui d'un pacte de croissance pour la croissance et l'emploi entre le gouvernement. Mais c'est quand même une lourde responsabilité pour vous, Saladin Mezouar. C'est quand même une lourde responsabilité parce que vous avez des gens que vous avez côtoyés, vous dites voilà, il y a une crise de confiance, il y a de la visibilité, la lisibilité. Vous leur dites oui, mais si vous me faites confiance, je vais rétablir ça. Les fractures, je vais les réduire. Mais c'est quand même aussi une lourde responsabilité. C'est notre message. C'est une lourde responsabilité, non ? Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me lancer avec Faisal pour la présidence de la CGM. Notre vécu commun et notre connaissance des réalités dans ces différentes facettes peuvent être un atout dans cette phase particulière de la vie de notre pays et de la vie de notre organisation. Et donc, notre conviction et notre force aussi vient du fait que nous sommes un binôme qui est capable de structurer une démarche, de fixer des caps et des objectifs, d'organiser cela avec méthode et d'interagir et de dialoguer et s'il faut négocier avec les partenaires incontournables du secteur privé. Je rappelle que vous êtes candidat à la CGM, pas candidat à la fonction de chef de gouvernement. Parce que vous ne serez à la tête que, entre guillemets, bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour l'institution, de l'organisation patronale. Non, bien sûr, voilà, mais l'organisation patronale n'est pas une organisation uniquement de revendication. C'est une organisation qui doit assumer également son rôle et sa responsabilité par rapport aux choix économiques et aux choix stratégiques du pays. Et la CGM devra être cette force-là qui porte également ces questions qui sont des questions de grande sensibilité parce que leur impact sur l'entreprise comme sur la société et sur l'environnement sont importants. Est-ce que la CGM, durant ces dernières années, a joué ce rôle-là de catalyseur, de pouvoir porter la voix aussi auprès des entrepreneurs de l'ensemble des régions du pays? Est-ce que ce travail a été fait? Parce que si vous dites qu'effectivement aujourd'hui les gens sont plus ou moins défaitistes, enfin, il y a une crise de confiance, ça veut dire que quelque part peut-être il y a un job qui n'a pas été forcément fait. Non, la CGM a fait ce qu'elle avait à faire dans le contexte qui était le sien. Cette inflexion est une inflexion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et cette inflexion, il faut que les binômes qui se présentent l'intègrent et la prennent en considération. La CGM est une institution qui évolue, elle est vivante, elle est dynamique. Ce n'est pas une institution figée, et de par la nature de ce qu'elle représente. Le monde privé est un monde qui bouge. Il pilote aujourd'hui dans l'incertitude. Le monde aussi traverse des... Moi, c'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce que le travail a été fait avant? Et pourquoi demain il serait fait par... La CGM a fait ce qu'elle avait à faire. Chaque présidence ou chaque équipe a eu à faire ce qu'elle avait à faire sur certains dossiers avec succès, peut-être d'autres pas encore parce qu'elle n'a pas eu le temps de les terminer. Mais la CGM a toujours fait ce qu'elle avait à faire dans les différentes étapes par rapport aux réalités de contexte. Le contexte dans lequel cette élection se passe aujourd'hui n'est pas le contexte dans lequel la présidence
du binôme sortant, Myriam et Faisal, c'est fait. Donc en tout cas, au rayon des priorités de votre programme, j'ai vu, premier point, choc de compétitivité. Parce que choc de compétitivité, c'est un choc de confiance avant tout qu'il faut déclencher. Il faut déclencher le choc de confiance d'abord, Ouais. parce que c'est le plus important. Vous allez déclencher comment le choc de confiance? Au-delà du discours nous, théorique, ça se passe comment? Oui, le choc de confiance, c'est pour ça que dans notre démarche, on a dit il faut qu'on structure des priorités, il faut qu'on dégage des priorités. Alors, dans les priorités qui reviennent le plus, il y a les questions de financement, les questions des délais de paiement, les questions des procédures. Vous avez vu qu'on est champion du monde. Hein? Vous avez vu qu'on est champion du monde. On est sur le podium. On est? Délai de paiement, champion du monde. Oui. Je rappelle que Salah Dembélé est un basketteur sportif dans l'âme. Oui, donc là, on est sur le podium. On est sur le podium. Donc on n'est c'est peut-être bien. pas forcément sur le banc, mais on est sur le podium. Je sais pas, mais... Bien. Alors, ça, c'est ce qui revient le plus au niveau des discussions, des interactions avec les entreprises. Et donc, rétablir la confiance, c'est pouvoir apporter des réponses d'ici la loi de finances 2019 à ces 3 grandes questions qui sont posées. C'est-à-dire que si vous êtes élu le 22 mai, on va devoir attendre la préparation du projet de loi de finances en 2019 pour éventuellement rectifier le tir. C'est ce que vous promettez? Je vais vous dire. Pour ce que nous proposons, concernant la mise en place d'un fonds de garantie pour le fonds de roulement pour réoxygéner les entreprises, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Je l'ai fait moi-même quand j'étais ministre des Finances et il a fonctionné. C'est-à-dire on met de l'argent, on mobilise de l'argent public. Oui, c'est de l'argent public qui est posé sous forme de garantie. Sous forme, c'est quoi? C'est de l'épargne? Non, qui est collecté, c'est quoi? Non, c'est l'État qui mobilise un fonds. Ouais. Un fonds qui sert de garantie aux sinistres éventuels qui peuvent se produire sur les facilités que donnent les entreprises au-delà des lignes de financement qui sont accordées. Pour soulager la trésorerie des entreprises, c'est ça? La trésorerie des entreprises et remettre la machine en marche. Ça exige le passage par la loi de finances. Sur les délais de paiement... On peut rester sur ce point-là. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de dire, cette proposition est en train de vous substituer, si je puis dire, au rôle de l'État qui doit, en disant, voilà, c'est la SEGEM en fait qui va jouer là. On se substitue. La SEGEM doit proposer et la SEGEM doit agir. Et la SEGEM doit interagir. Ceci ne coûte en général rien à l'État. Et je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire rien à l'État. Ça ne coûte rien, sauf s'il y a une sinistralité. Sur le fonds qu'on avait mis en place en 2009, je peux vous assurer qu'il juste après l'impact de la crise financière mondiale, juste pour resituer les choses. Etc., il n'y a même pas 1% de ce fonds qui ont été utilisés. Donc, c'est un mécanisme. Parce que le gouvernement doit passer des messages et relancer la machine. Et c'est un dispositif, à mon avis, qui ne coûte pas grand-chose à l'État et ça permet de soulager un peu la trésorerie. De soulager la trésorerie des PME et des TPE qui sont en train. Il ne faut pas oublier que le taux de sinistralité a atteint les niveaux qu'il a atteints. Il est en croissance. Quand on est à l'écoute du poumon de l'économie, qui est la PME et la TPE, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et donc, il va falloir relancer la machine. Et dans notre proposition et notre démarche, c'est d'aller négocier, discuter, convaincre de l'utilité de la mise en place de ce dispositif. Et on n'est pas là en train de se substituer à l'État, mais nous sommes en train aussi d'apporter des éléments qui aideraient également aussi le gouvernement, parce que nous sommes de l'entreprise, à l'écoute de l'entreprise et des réalités de l'entreprise, apporter des solutions pour le gouvernement. Bon, vous, c'est un élan pour tous, votre concurrent, c'est libérer l'entreprise, mais quand une fois de plus, on a recours à des deniers publics, quelque part à subventionner, entre guillemets, l'entreprise aussi, pour soulager sa trésorerie, est-ce que là, il n'y a pas aussi une forme d'accompagnement et d'infantilisation? Ce n'est pas de la subvention. Oui, mais ce n'est pas de la subvention. Non, c'est différent. C'est différent. Ce n'est pas de la subvention. C'est un soutien public, c'est de l'argent public, c'est des deniers publics qui appartiennent à chacun d'entre nous. C'est des garanties publiques et l'État donne des garanties aussi publiques. Le Fogarim, par exemple, etc., c'est de la garantie publique, il ne faut pas l'oublier. La Caisse centrale de garantie, elle sert pour ça. Et donc ce mécanisme n'est pas un mécanisme nouveau. On n'est pas en train de demander à l'État de complètement. Mettre en place des choses. Et je me souviens très bien lorsque vous l'avez initié en tant que ministre de l'économie et des finances, même si nous, on a eu l'effet différé de la crise financière, vous vous rappelez? Oui, mais on n'a pas été touché à cette époque-là en 2009, elle était beaucoup plus touchée en 2011, 2012, 2013. Important. C'était un message psychologique important. L'État doit être là quand les choses vont mal. Sur mobiliser combien de milliards de dirhams?
Le gouvernement nous dit, voilà, nous on a mobilisé 6 milliards de dirhams pour le dialogue social avec les centrales syndicales. Il y a toujours des négociations qui sont en cours. Ça voudrait quoi? Ce fonds pourrait être doté de combien de milliards de dirhams? Il peut être doté d'1 milliard, 2 milliards. Moi, j'avais mis 2 milliards à l'époque et pas utilisé. Donc Et ça pourrait constituer un électrochoc c'est un électrochoc. C'est un message. Ça, vous y croyez? Nous vous faisons confiance, on veut vous aider, il faut qu'on s'engage tous ensemble. Donc c'est comme ça qu'on va relancer la compétitivité aussi? Une partie, ça va être ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on va relancer la compétitivité? La compétitivité aussi, ça touche d'autres aspects importants qui sont d'abord la relance de la confiance aussi par l'investissement. Et, public ou privé? Ou les deux? Privé. Ah, toujours dans le privé? Je parle de l'investissement privé. Oui. Il faut relancer l'investissement privé. L'investissement public est là. Il va augmenter avec les plans de développement régionaux. Il faut effectivement relancer la machine de l'investissement pas domestique, et donc l'investissement privé. Il y a des réglages à faire. Dans le modèle dans lequel on était, et qui a aussi donné de bons résultats, on avait dit on va mettre l'accent, on va booster ce qu'on appelle des métiers mondiaux du Maroc. On a démarré ça en 2005, on est en 2018. Je pense que ce qu'on appelle des métiers mondiaux du Maroc, les nouveaux métiers mondiaux du Maroc sont là. Ils se même sont si les développés, objectifs n'ont pas été forcément atteints. etc. Mais aujourd'hui, on a besoin de tous les secteurs et de tous les acteurs. Donc, les avantages qui étaient accordés à ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc doivent être généralisés à l'ensemble des secteurs pour relancer la machine de l'investissement. C'est important. C'est-à-dire les avantages fiscaux? C'est essentiellement sur l'investissement, parce que c'est sur l'investissement, sur les facilitations liées aux fonciers et un certain nombre de dispositifs. Ça n'a pas trop bougé, ça aussi. L'accès au foncier reste difficile. On a du foncier qui coûte plus cher qu'un surtout au niveau des régions, asiatiques. Ce qui était surprenant, c'est que on a constaté cela au niveau des régions où il est censé ne pas exister. Et là, on fait quoi? Quand on se retrouve avec du foncier dans des régions dépourvues d'infrastructures, ce que je regrette, mais avec un foncier relativement cher, qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut créer comme choc de confiance et comme choc de compétitivité? Ça, c'est la responsabilité de l'État. On l'a fait avant. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à le faire. Deuxièmement, l'État a engagé des partenariats avec des acteurs qui s'occupent de l'aménagement et du développement des territoires. On ne peut pas continuer à développer des choses avec une étude de prix, d'accessibilité au terrain qui est en inadéquation totale avec le besoin de relancer et de stimuler l'investissement. J'insiste sur cela parce que nous sommes en train de construire un nouveau modèle, et dans ce nouveau modèle... En train de réfléchir, n'est pas... En termes de réflexion, vous voulez dire? Oui, en termes de réflexion, mais ce modèle, on ne va pas passer notre temps à réfléchir dessus. Il faut le décliner et le mettre en œuvre. C'est aussi un message de confiance. Et dans cette déclinaison... Vous avez un modèle où? Notre conviction... Notre conviction, c'est que ce nouveau modèle doit reposer sur 3 pieds importants. Oui. Le premier, c'est le pied habituel de l'État, celui des régions et celui du secteur privé. C'est pour ça que dans notre projet et notre programme, on dit le secteur privé au cœur du nouveau modèle du développement économique et social de notre pays. Et c'est cette triptyque-là qui va assurer un développement harmonieux dans les synergies nécessaires, parce qu'il faut des synergies sectorielles, et secteurs et territoires. Et c'est ce que nous proposons dans notre démarche. D'accord. Si on reste sur le premier point, si vous permettez, Salah Demzoir, quand vous dites État, d'abord l'État, le rôle de l'État, le rôle régalien, le rôle de stratège, de visionnaire. Volontariste, stimulateur. L'État aujourd'hui, ça a commencé après vous d'ailleurs. Et la chance, c'est juste sorti peut-être au bon moment, j'en sais rien en fait, mais il y a les contraintes d'ordre macroéconomique qui sont apparues en 2011, 2012, 2013 avec la facture du printemps arabe, plein de choses, le FMI, recours croissant à l'emprunt, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des contraintes macroéconomiques à dire voilà, nous, il y a un cap qui est fixé par Mohamed Boussé, d'ailleurs quelqu'un qui vous est proche, en disant voilà, il faut qu'on finisse l'année, nous, en termes d'objectifs, à 3,5% de déficit budgétaire. Il faut aussi arriver à réduire un petit peu
le déficit commercial qui avoisine toujours autour de 200 milliards de dirhams, et puis on a ce panier de devises aussi qui est extrêmement important, sur lequel on a les deux yeux rivés pour pouvoir financer nos importations. Donc est-ce que là-dessus, voilà, il y a aussi cette contrainte auquel l'État est confronté, c'est-à-dire la dépense, oui, mais une dépense calculée, une dépense mesurée, une dépense profitable. Et on ne dépense plus comme dans les années 2007, 2008, 2009, 2010, 120 ou 130 ou 140 milliards de dirhams. Mais aujourd'hui, on est autour de 70. Bien, alors on a eu 4 années de rigueur qui nous ont permis de revenir à un niveau de déficit autour de 3,5%. Donc le travail a été fait, le boulot a été fait. Aujourd'hui, dans ce nouveau modèle, quand on dit l'État stimulateur aussi de partenariat public-privé. Quand je dis l'État, il faut que l'État mette en place les dispositifs nécessaires, attractifs, encourageants, et c'est pour ça qu'on veut revisiter la loi sur les partenariats publics-privés, pour voir son adéquation par rapport aux ambitions qui sont celles du Maroc aujourd'hui, dont le partenariat public-privé est à encourager, à soutenir, à stimuler, à développer. L'État ne peut pas continuer à faire tout. L'État doit se désengager d'un certain nombre d'investissements. L'État n'a pas continué, par exemple, il n'a pas continué à faire des aéroports, n'a pas continué à faire des ports. Il faut qu'il aille. Là, c'est ça, la démisoire, le libéral qui s'exprime. Là, il faut tout privatiser. Il faut privatiser tous les aéroports. Non, c'est pas une question partenariat public-privé. C'est différent. D'accord. Différent. Et je dis qu'au lieu que l'État continue à s'endetter pour investir, l'État peut signer des actes, stimuler le partenariat public-privé. Tous les pays sont en train de le faire et notre modèle n'est pas soutenable. Si nous voulons continuer à aller dans les mêmes... se remettre en question, remettre un modèle en discussion, c'est aussi réfléchir à ces questions-là. L'État ne peut pas tout faire, l'État doit se concentrer... Ne peut pas tout faire, ne peut plus tout faire, c'est ça, ne peut plus tout faire, parce qu'il n'a plus forcément les moyens, oui, il n'a pas les engagements qui sont pris. Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a aussi un sujet, c'est la fiscalité, je sais que ça fait partie de votre programme, je vois que Faisal Mekouar, lui, qui est un spécialiste, je crois savoir un peu de la question, est-ce qu'on doit continuer à compenser des secteurs en matière de fiscalité, une dépense fiscale sur le secteur de l'immobilier et de pans de l'agriculture, où il est nécessaire aujourd'hui, vous, Saladin Mezouar, d'aller peut-être que le modèle économique et autres, peut-être que vous allez porter d'ailleurs, au niveau de la CGM, c'est de remettre ça aussi sur la table. Je rappelle qu'il y a des assises fiscales qui ont été tenues il y a déjà quelques années. On n'a pas vu grand-chose. On nous a parlé d'un IS progressif qui devait tout révolutionner. Il n'a pas révolutionné grand-chose. Voilà, si on commence à faire déjà un pré-bilan, est-ce que là-dessus, l'instrument fiscal, vous considérez-vous, en tant que président de la CGM, le 22 mai au soir, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler, sur lequel vous allez interpeller le gouvernement, parce qu'il va falloir travailler là-dessus. Parce que compétitivité, c'est fiscalité aussi, peut-être à revoir. Encouragement de la PME ou la TPE, c'est aussi la fiscalité. La dépense fiscale, 34 milliards de dirhams aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre, nous, l'État, de continuer sur ce train-là ou pas ? Bien, alors la fiscalité est un sujet qui a toujours été un sujet de passion. Et je considère que l'incitation fiscale doit accompagner des visions et des stratégies. Quand on veut stimuler de nouveaux secteurs, on sait que leur stimulation nécessite de l'incitation. Quand on a mis en place Casablanca Finance City, si on l'avait mise avec le dispositif fiscal qu'on a, on n'aurait peut-être eu jamais personne. Et donc, il faut orienter l'incitation vers là où on peut créer de nouvelles activités, comme quoi, par exemple, nouveaux secteurs. Sur le numérique, par exemple, il y a un effort à faire de stimulation vers l'économie numérique, vers la digitalisation. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça, par exemple, qu'on a dit, sur la digitalisation, il faut mettre en place, sur une période à définir ou à décider, un crédit impôt digitalisation. Et donc, ça, c'est des signaux, parce que, je vais vous dire, c'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi le rôle des décisions sur lesquelles l'État oriente les acteurs? C'est que l'État a une vision globale des enjeux, des difficultés. Et quand on dit il faut stimuler, c'est parce qu'on anticipe soit des retards, soit des difficultés d'attractivité ou des difficultés à venir. Et donc, c'est le rôle naturel de l'État. Et dans tous les pays,
sans exception, nous voyons des gouvernements, les États, aller vers des stimulations ou des incitations, la mise en place de soutien à la formation, la mise en place de soutien à la compétitivité. Oui, par la baisse des charges, mais la baisse des charges. en demandant aussi des comptes. Et votre concurrent lui demande la baisse du coût du travail. Il considère que le coût du travail est trop élevé. Donc le coût du travail est trop élevé par rapport à la valeur ajoutée des produits que la valeur ajoutée des produits que nous faisons, que nous sortons. Et c'est là où il y a, quand on dit il faut améliorer le coût, c'est par rapport aux produits que tu fabriques ou la nature des produits que tu fabriques, leur valeur sur le marché et les marges qu'elles peuvent te laisser. Et donc, des fois, sur certains secteurs, il y a des secteurs qui reviennent sur ça parce qu'ils sont sur des marchés mûrs, concurrentiels, difficiles et sur lesquels ils ont besoin de réduire leurs coûts et leurs charges. Il ne faut pas oublier que le coût de l'électricité chez nous est quand même très élevé et qu'il n'est pas forcément compensé. Et aussi sur d'autres sujets. Bref, donc la question de la compétitivité de l'entreprise, en parlant de réduction de charges, est un sujet qui a ses spécificités sectorielles. Il y a des secteurs qui ne parlent même pas de ça, parce que, bon, ils sont sur des produits à forte valeur ajoutée, ils sont sur des produits où la compétitivité est avérée, confirmée, et vous ne les voyez jamais poser ce type de problématique. Là où il y a beaucoup de main-d'œuvre, là où il y a moins de marge et de valeur ajoutée, cette question revient. Comme dans le secteur du textile, que vous avez, textile, l'agroalimentaire, vous avez présidé l'AMIT, mais simplement te dire sur vos propositions que j'ai. Votre programme aussi, j'ai pas vu beaucoup de mondialisation, d'un programme mondialisé, c'est-à-dire se dire voilà, aujourd'hui aussi on va stimuler l'entreprise, pas pour qu'elle obtienne un peu de quelques marchés publics, pas pour essayer de soulager sa trésorerie, mais pour l'encourager à aller conquérir des marchés dans le monde. J'ai pas vu ça. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Sardé Meuzoir, il n'a pas pu faire ça, ou alors il l'a gardé pour nous. Donc il va nous le dire là. Parce que j'ai pas vu ça. Moi, non, la question de l'international est présente dans le programme. Oui, mais c'est juste une ligne. J'ai pas vu de vrai développement. Moi je vais vous accompagner, Sardé Meuzoir. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires étrangères. On propose un club des investisseurs en Afrique. On propose également des démarches pour les nouveaux marchés ou les nouveaux partenaires stratégiques. On parle de la Russie, on parle de la Chine. Demain, ça va être le Brésil et d'autres pays de l'Amérique latine. Donc la SEGEM est là pour accompagner, orienter. Ça veut dire quoi, Sardé Meuzoir, en tant qu'ex-ministre des Affaires étrangères, vous allez faire jouer un petit peu votre expérience en tant que ministre des AE ces dernières années au service de l'internationalisation du marché des affaires marocaines, parce que je rappelle que le dernier rapport de l'OCDE qui est sorti, là, qui est à la une du matin Écho d'aujourd'hui, c'est on a peu d'entreprises qui ont une dimension internationale. Donc il faut arriver à muscler, à doper. Il faut doper. On a quand même des entreprises qui sont arrivées à se positionner, etc. Mais pas suffisamment. Mais pas suffisamment. Il faut entraîner d'autres. Et donc, dans nos propositions, en parlant de clubs, on va parler aussi d'un dispositif d'information, parce que ce qui manque le plus souvent pour les PME, etc., c'est l'information sur le marché et sur les opportunités. Pour ceux qui veulent développer leur commercialisation, ils n'ont pas d'informations sur les réseaux de distribution et leur organisation. Donc la SEGEM peut apporter ce type d'informations. Elle mettra aussi, et on mettra en place, une structure d'accompagnement, d'orientation, de soutien, et on organisera des rencontres, des forums de B2B dans les pays, pas forcément chez nous. C'est ce qui se fait déjà. Oui, ce qui se fait, mais qui va être renforcé, parce que c'est la manière avec laquelle une organisation fonctionne. Maintenant, effectivement, je suis quelqu'un qui a sillonné l'Afrique, sillonné le monde. J'ai suffisamment de connaissances, mais aussi de contacts qui sont naturellement mis à la disposition et au profit du secteur des privé contacts, marocain. c'est-à-dire vous êtes en capacité, ce que vous êtes en train de promettre, plus ou moins, c'est de mettre votre portefeuille, entre guillemets, au service des entrepreneurs marocains. Simplement une connaissance, un réseau, comme d'autres peuvent en avoir, mais
Avec C'est priorité, la moindre des choses. avec priorité à l'Afrique, à la région. Moi, c'est ma conviction. Moi, j'ai démarré l'Afrique en 96 ou 97. C'est une conviction qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est notre profondeur naturelle, c'est notre relais de croissance naturelle. Et le Maroc doit consolider encore plus ce partenariat stratégique avec l'Afrique, sachant que l'Afrique, c'est 5 grandes zones ou 6 grandes zones, et donc aller dans une diversification continue, permettre à nos PME d'apprendre à connaître et à développer leurs démarches sur le continent africain dans des partenariats dans des JV, dans des partenariats qui peuvent être construits, et pourquoi pas. Il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que dans notre pays, aussi, il y a des Africains qui investissent. Oui, mais est-ce qu'on a des PME solides pour y aller? Oui, il y a pas mal de PME solides, il y a des PME en croissance. Mais qui pourraient être encore plus plus solidifiées. Il y a beaucoup de PME en aller, croissance. Et d'ailleurs, on propose de créer un sorte de club Croissance Plus pour les entreprises qui ont confirmé leur modèle économique et qui ont de l'ambition. On a beaucoup de jeunes entreprises porteuses de solutions mûres pour aller à l'international. Ce qu'il leur faut, c'est de l'accompagnement et naturellement un soutien en matière d'identification de financement. Ce qu'il leur faut, voilà, c'est de parler d'identification en matière de financement. Ce qu'il leur faut, c'est l'accès au financement aussi. Oui. On a des fonds capital risque, ça existe très peu. Ça fait partie des chantiers de progrès que nous voulons opérer. La CGM doit être le reflet, l'expression de ce qu'est le tissu économique et ses acteurs aujourd'hui. Il y a une force qui arrive et qui monte. C'est ces startups, c'est ces nouveaux modèles qui sont totalement différents des modèles que nous avons connus. C'est une nouvelle génération qui arrive avec ses idées, ses convictions, très tournée vers le monde. Elle est dans le monde, dès sa naissance, elle est dans le monde, et donc c'est des avantages. Mais on a un système totalement en inadéquation avec l'encouragement possible. Vous dites un système bancaire, c'est un système quoi? Le change, par exemple. Le système de change pour des startups comme ça, quand elles n'ont pas la possibilité d'utiliser plus que 6 000 euros par an, oui. il y a de quoi se poser des questions. Alors, je peux vous poser une question, beaucoup que j'ai rencontrés trouvent des solutions parce qu'il faut qu'ils trouvent des solutions. Ils vont ouvrir de contournement, comme on dit. Ils vont ouvrir des sociétés à Dubaï, ils vont ouvrir des sociétés en France, à Londres et ailleurs. Parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Et forcément, on est plus tourné vers ces contrées-là que vers son pays. Je rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances et les 60 000 dirhams, c'était aussi... Je vous rappelle qu'il y avait zéro. Sous votre responsabilité. Il y avait zéro. Oui, on est passé... Il a démarré tout de suite. Quand on a lancé ça, il y avait zéro. D'accord? Il n'y avait rien. Et je vous rappelle qu'il y avait 20 000 dirhams pour chaque citoyen. Donc on l'a au moins doublé. On a mis en place au moins une possibilité de financement avec une carte de 10 000 dirhams parce qu'il n'y avait rien pour les jeunes qui voulaient réserver, acheter des choses de l'extérieur, etc. On a mis les 60 000 dirhams, on a mis les 200 000 dirhams pour les PME, on a mis plein de choses. Mais on ne voulait pas s'arrêter là. Il y avait un plan. D'abord, montrer que ce n'est pas ça qui va créer l'hécatombe de nos réserves de change. Oui, d'accord. Parce que l'argument qui revenait à chaque fois... C'est ça la crainte, en fait. Ils vont vider le panier. C'était ça, voilà. L'argument qui m'était avancé, attention, il y a des risques de dégradation de nos réserves de change. Alors, il dit, si le Maroc, si notre pays s'effondre, ses réserves s'effondrent avec des mesurettes comme ça, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on est fragile. Et donc, voilà, c'est qu'on est plus que fragile. Et donc, il était question de continuer à adapter. Aujourd'hui, il y a des adaptations à faire. Et c'est un des sujets qui sera traité, et ce sont ces adaptations-là. Et ça sera fait avec le ministre de l'économie et des finances, avec le directeur général de l'Office d'échange, parce que revoir le panier. Parce qu'il faut qu'il y ait des avancées, sinon c'est une force qu'on risque de perdre. Autre débat aussi qui concerne aussi l'entreprise, Salah Mezouar, on était sur la monnaie. Parce qu'on a dit la fiscalité, effectivement, est un instrument, le foncier est un instrument, l'accès au financement est un instrument, mais par-dessus tout, c'est la monnaie. Le dollar, l'euro, le dirham, il y a une flexibilité qui est en route, une bande de 5% qui devrait peut-être s'élargir d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, peut-être deuxième semestre. Est-ce que vous, en tant que président de la CGM, c'est quelque chose de salutaire, effectivement, d'avoir un dirham flottant qui s'apprécie ou pas en fonction de la hausse et de la santé de l'euro ou du dollar? Est-ce que là, c'est un véritable enjeu aussi?
parce que je n'ai pas vu grand-chose sur votre programme là-dessus, mais je sais que vous avez des choses à dire. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur là-dessus. Parce que les craintes de certaines personnes, certains opérateurs, c'est de se dire aussi, l'horizon monétaire, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que le boycott, hein. C'est l'horizon monétaire pour ceux qui sont dans la mondialisation, ceux qui veulent aller de l'avant, qui veulent développer, qui veulent se développer, qui veulent créer de la richesse, qui veulent performer. Ils veulent aussi avoir un horizon monétaire. Est-ce que vous, en tant que président de la CGM, au soir du 22 mai, vous leur direz, voilà, ça sera ça? Ou alors vous allez le dire tout de suite? Ça, c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé avec Sabel Tevjouari, en 2010 déjà. Hein, donc c'est un projet qui existe depuis 2010. 8 ans. De cette bande, de créer cette bande de fluctuation, parce que c'est des petits ajustements qui permettent de réguler le change par rapport au panier de devises dans sa réalité. Et donc, ce n'est pas ça qui va créer l'hécatombe, ce n'est qu'un élément supplémentaire d'ajustement, peut-être des fois de notre compétitivité, en avantage ou au détriment, ça dépend des secteurs, des produits et de la devise utilisée. C'est, à mon sens, quelque chose qui doit se poursuivre. Il n'y a rien qui s'est passé. Au contraire. Notre pays, de toute manière... C'est-à-dire pas d'impact? Vous dites impact zéro pour l'instant? C'est des impacts infimes. Hein. On n'est pas face à des impacts... franchement. Et d'ailleurs, je pose la question parce que j'ai rencontré des concessionnaires automobiles. Les informations fournies par la Banque centrale, pratiquement tous les 15 jours, si ma mémoire est bonne, montrent qu'il n'y a pas de déstabilisation ni rien du tout. Hein. Les choses fonctionnent normalement. Non, bien, léger glissement. Parce qu'il y a un euro qui est fort. D'abord, c'est une bande. Oui. Hein, c'est pas ouvert, hein, c'est pas c'est un couloir en fait. C'est un couloir dans lequel il y a une petite variation qui s'opère et il n'y a pas de, je ne vois pas en tout cas de risque par rapport à ça. Maintenant, à terme, notre pays doit évoluer, il doit faire évoluer également son régime de change. Plus l'économie se consolidera, plus on est compétitif, plus le mouvement se poursuivra. Et c'est une nécessité parce que nous sommes dans le monde, nous sommes dans la globalisation. La nouvelle génération, comme les contraintes des entreprises, vont exiger un peu plus de flexibilité. Ce qu'on dit, c'est si vous n'allez pas vers le monde, c'est le monde qui vient vers vous. J'ai l'impression que le monde est vers vous déjà. Voilà, Monsieur Moukoua, qui a été silencieux, qui a écouté attentivement. Voilà. Je vous ai trouvé très silencieux. Je sais que vous avez plein de choses à dire. Pourquoi vous avez décidé de dire OK banco à Saladin Mzouar? Est-ce que parce qu'il a été mis sur l'économie des finances, mis sur les affaires étrangères? Est-ce que parce qu'il était ex-basketteur, que c'était le roi des dunks qui faisait un demi-tour en l'air, c'est ça? Est-ce que c'est pour cette raison? On a pas mal de points communs sur le plan sportif. Mais je crois que c'est pas le sujet. Compétiteur. Vous savez, il y a des sports, il y a beaucoup de vertus dans le sport qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve lorsqu'on est dans une dimension de compétitive. Donc serrer les dents, être marathonien plutôt que sprinter. Exactement. Je pense qu'en tant que sportif et ce point commun, voilà, c'est un point commun qui est très important parce que dans une compétition dans laquelle on est aujourd'hui et qui est une compétition tout à fait saine pour le secteur privé que nous représentons, être sportif est un élément déterminant, parce que c'est un maillon fort. C'est un maillon fort, mais enfin c'est l'esprit aussi, parce que c'est un esprit qui est quand même qui dénote aussi d'un esprit d'équipe. Et l'équipe est très importante parce qu'on ne peut pas réussir, je dirais, sans qu'il y ait une véritable équipe avec laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez construire un idéal. Et c'est là où où je dirais le sport est un élément important, est un élément aussi qui est déterminant dans notre démarche. Donc il y a le côté humain aussi, il faut aimer les gens avec qui vous parlez, avec qui vous travaillez, avec qui vous avez envie d'interagir. Vous le connaissez depuis quand, Salah? Salah Hadid, je le connais parce que j'ai eu le plaisir aussi je le suivais donc pas sur Internet, mais je le suivais par rapport à tout le travail qu'il a accompli, par rapport à tout son parcours. Je fais référence aussi à son... nous sommes des militants de base aussi, des militants qui reviennent qui ont plusieurs dizaines d'années aussi derrière nous. Et moi, je fais confiance à quelqu'un qui a été militant. Ça, c'est un élément important parce que c'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un, quand il s'engage, donc il va jusqu'au bout de son engagement. C'est un élément important. J'ai aussi le plaisir aussi de le suivre. Je dirais, on a participé. Lui, il était président de la COP22. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Et moi, j'étais aussi un élément de l'équipe au niveau de la CGM où j'ai beaucoup
travailler au niveau Parce de qu'en la fait, on peut dire COP22. aussi que vous étiez la dynamo, un peu la cheville Tout ouvrière. à fait. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup collaboré avec le département des Affaires étrangères et avec le département, je dirais, présidé par Salah. Et nous, en tant que le secteur privé, a pris les choses en main dès le départ, c'est-à-dire avant l'organisation de la COP22 à Marrakech. Donc, quelques mois avant, enfin une année, on a mis en place un programme, on s'est entouré d'experts dans différents domaines, et le Maroc, il regorge d'experts dans ce domaine-là. Et je pense que Salah, il peut en témoigner. Et c'est la nouvelle économie de demain. Cette nouvelle économie, elle regorge aussi de potentialités en termes de création d'emplois dont nous souffrons aujourd'hui. Parce que la création d'emplois, aujourd'hui, c'est un des malaises aujourd'hui que nous vivons, que vivent les jeunes, que vivent l'entreprise. Et qui dit création d'emplois, création de richesses, création de marge de manœuvre pour aller porter des stratégies, etc. Donc c'est tout ça. Alors ce qui m'a encouragé, puisque la question que vous avez posée, en fait, ce qui m'a encouragé à y aller encore pour 3 années à venir, parce que justement on est dans une situation où l'on a encore besoin d'hommes d'engagement, d'hommes qui croient dans ce pays. Vous êtes convaincu qu'en regardant Salah Dimezouar, je sais que vous l'avez regardé plusieurs fois, que c'est celui qui permettra à une rénovation, voire une nouvelle dynamique, insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation patronale. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, parce que j'ai écouté attentivement Salah Dimezouar qui dit voilà, il y a aussi un climat général qui n'est pas très bon, donc il faut redonner confiance. Et un climat, voilà. Est-ce que vous pensez, vous avez la certitude, vous, que Salah Dimezouar est l'homme réellement de la situation? Je n'ai aucun doute là-dessus. Ah, c'est lui qu'il faut regarder les yeux. Non, vous savez, on a eu, enfin, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y a une histoire à raconter. Oui. On aura l'occasion de la raconter après le 22. Après le 22, on aura l'occasion de raconter. Mais aujourd'hui, on est là parce qu'aujourd'hui, on est focus sur notre mission, sur notre sur l'objectif. Sur l'objectif, parce que là, justement, c'est comme une équipe. On a un objectif, c'est le 22. Le 22, c'est convaincre, et parce que déjà, nous, on est convaincus. C'est une conviction. Si on est ensemble, c'est parce qu'il y a une conviction qui s'est installée dès le départ. Quand on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est parlé, on s'est dit, on n'a pas été. Enfin, j'ai pas dit mon oui tout de suite. J'ai réfléchi et j'ai pesé parce que je suis un homme de responsabilité, de par mon métier, de par mon engagement au niveau de la CGM depuis une quinzaine d'années, de par aussi le fait que j'ai travaillé aux côtés de Ben Salah, c'était un travail qui est intéressant, un travail intense. Hakim Arachi faisait partie aussi de l'équipe, il était vice-président. Il travaillait beaucoup. Oui, enfin, je veux dire, là n'est pas la question. Aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'il travaillait beaucoup parce que on n'est pas là. Enfin, c'est pas qu'il travaille beaucoup, en tout cas, le rendu, il n'est pas top. En fait, on il faut lui poser la question à lui. Oui, mais on va lui poser vendredi, mais simplement avoir votre réponse. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai une mission. Enfin, je me considère qu'il y a une confiance qui est. Enfin, les opérateurs économiques nous font confiance. Et cette confiance, elle a été construite. Elle a été construite dans une démarche que nous avons adoptée et qui a été une démarche de conviction. Et ça, c'est un élément très fort. La confiance n'a pas été attribuée tout de suite. Et dans la façon dont on a conduit notre campagne électorale, on a été vers les gens, on a été discuter avec eux. On s'est dit, écoutez, on va parce qu'on avait la possibilité d'aligner un certain nombre de solutions toutes faites, etc. On s'est dit, on connaît les problèmes, on a posé des idées sur un fait. C'est la plus belle des démarches. Voilà. Et on a été. En guise de conclusion, parce que c'est un grand oral, Salah Dimezouar il a dur, ça fait un petit moment qu'on débat, ça fait pratiquement une heure. Ce que je vois. Oui, mais parce que est-ce que vous avez vu le temps passer, Salah Dimezouar? Non. Donc ça veut dire passionnant. Donc ça veut dire que c'est toujours intéressant. Et je vous félicite et je vous remercie franchement parce que question pertinente, échange pertinent. Non. Et juste la dernière petite question pour les auditeurs, pour les internautes et pour moi aussi, parce que vous savez, moi je suis une intelligence très moyenne. Il faut le soir du 22 mai, mardi prochain, il faut collecter combien de voix pour être élu? Parce qu'on veut dire entre 3500 et 4000. Oui. Je pose la question aux spécialistes. Pour être gagnant. Pour être gagnant. Hakim Arachi dit ça va se jouer. Aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres, mais bon, je crois que le sujet. C'est pas une question de chiffres. Qui va voter? Comment va voter? Non, mais c'est un élément important. Franchement, en toute sincérité, et en toute sincérité, on est sur un plateau, il y a les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, etc. C'est un élément qui est très important. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Salah. Est-ce que, par rapport à la confiance et par rapport à la conviction, aujourd'hui, si on doit raconter une histoire, c'est que franchement, il y a une véritable adhésion. Ce n'est pas une question de soutien ou pas soutien. Aujourd'hui, c'est l'adhésion du terrain. C'est l'adhésion du terrain par rapport à la démarche, par rapport à la construction, parce qu'on est dans une démarche de co-construction. C'est un élément important. Voilà, je pense que les auditrices et les auditeurs se feront leur propre opinion en écoutant le débat. Simplement, il faut avoir combien de voix pour être élu mardi prochain, 22 mai? Autour de 4000 voix.
Parce 4000 que, voix. voilà, on parle de 8600, 8700 voix au total. Donc un volant de 8500 votants, c'est ça? Voilà, Entre ouais, les- à peu près, oui. Parce qu'on n'a pas encore les dernières listes. Les dernières listes, on les aura, des votants, mais le nombre de voix, ça tourne autour entre 8 et 9 000 voix. Donc il faut compter au moins avoir 4 4500. 4500 à 5 000 voix. Voilà. Maintenant, est-ce que toutes les voix vont s'exprimer? C'est comme Parce d'autres. que ça, C'est après, voilà. c'est comme en Après, politique, ça veut dire- c'est comme en politique. Est-ce que c'est comme en politique? Il y a Voilà. l'abstention, c'est Il y a vous êtes le premier l'abstention. parti. Non, c'est pas l'abstention, Ouais. c'est que des fois, bon, il faut pas oublier que c'est un jour de Ramadan, Ah oui. que les gens, surtout au niveau des régions, peuvent ne pas être tous mobilisés, quoique j'ai beaucoup d'espoir au vu des contacts et des réunions que les gens des régions vont être présents. Et donc, c'est beaucoup plus lié à la disponibilité qu'à autre chose. Je ne pense pas que quand on est membre de la CGM, on a une attitude d'abstention par rapport à un vote, pour une fois, après 12 ans, qui a la possibilité et la chance de choisir entre deux binômes. Je pense qu'une bonne mobilisation aussi serait un bon message. Plus il y aura de votants, plus ils vont voter Mesouar. Plus il y aura de votants, plus il y aura ceux qui vont voter selon leurs convictions. Leur conviction. Les Non, gens- c'est pour ça qu'il y a. Non, mais- je vous pose cette question parce que Non, mais il y a, je voulais savoir juste pour les il y a quand auditeurs, même avoir un point 4500 important, votés, oui. puisqu'on est Juste pour à conclure, parce qu'on l'antenne. va- c'est- on va être- Oui, non, arriver au terme il y a un point du débat, important. malheureusement. Il n'y a aucun sujet par rapport au pouvoir. Ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce que ça a été dit, etc., répété et relayé. Ouais. Aujourd'hui, les gens, ils s'expriment. Ouais. S'ils ne peuvent pas s'exprimer en ce déplacement, comme l'a dit Salah, parce qu'ils sont dans les régions, Dans ils sont leur ailleurs, etc., procuration. et dans la procuration. C'est Dans pas la un sujet. procuration, ça, c'est un non-sujet. Voilà, c'est Ça a un non-sujet. toujours été comme ça. En tout cas, Ça a toujours été comme ça dans toutes les élections de pas la avoir la CGM. prétention de dire que Saladin Mezouar ou Faisal Mekouar ont un patrimoine génétique qui leur permet d'être devins, mais Hakim Non. Marrakchi a dit de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'écart sera large mardi prochain, mardi 22 mai. Ouais. Entre vous deux. Certainement. Certainement. Et il a dit, mais attention, j'ai pas Certainement. j'ai pas fini, Voilà. mais en sa faveur, c'est-à-dire pas en votre faveur. Certainement. Non, mais c'est bien d'être Oh. prétentieux dans la vie. D'accord, on finira en tout cas là-dessus. Merci. Merci Saladin Mezouar, ancien ministre et candidat à la présidente de la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. À vous les élections. Vous nous inviterez après le 22. 22 mai, bien sûr. Vous nous inviterez après le 22 Avec- pour pouvoir s'exprimer aussi, etc. Mais On reviendra sur les sujets. On prend rendez-vous le 23. Voilà. Hein, d'accord. Très Merci bien. à vous aussi également, Faisal Mekouar, colistier de Saladin Mezouar. Merci à vous, merci à celles et Merci. ceux qui nous ont suivis. Merci à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. Je vois Souhaid, donc je la remercie. Merci à Hakima Emariki, qui est responsable du pôle économique, et à l'équipe technique. Merci à vous.